conserve sous clé au Majestic mes carnets et journaux personnels. Comme j'ai été chargé par Speidel d'étudier aussi bien le dossier de l'opération Otari que la lutte pour l'hégémonie en France entre le général en chef et le parti, on a installé dans ma chambre un coffre spécial d'acier. Naturellement, de pareilles armures ne sont que les symboles de l'intangibilité personnelle. Que celle-ci soit mise en question et les plus fortes serrures sautent. 30 mai 1941. À midi, au Ritz, avec le colonel Speidel, Gruninger et le comte Podewils. Gruninger, qui fait depuis longtemps partie de mes lecteurs, je dirais même de mes disciples les plus doués, tient que vivre à Paris m'aide à me maintenir plus que ne le feraient mes occupations habituelles. Il est bien possible en effet qu'il se cache pour moi dans cette ville non seulement des dons particuliers, mais aussi des sources de travail et d'activité efficaces. Elle est toujours, et dans un sens presque plus essentiel encore que naguère, la capitale, symbole et citadelle d'un grand style de vie transmis par les siècles, et aussi de ces idées qui rallient toutes les intelligences et qui de nos jours font défaut précisément aux nations. Peut-être ferais-je bien de mettre à profit d'abord la possibilité de prendre pied ici. Elle s'est offerte à moi sans que j'y fusse pour rien. « 29 avril 1941. Téléphoné à Schlumberger, mais de même que la plupart de mes anciennes relations, il n'est pas à Paris. Paris, 14 juillet 1941. Jour de la Bastille. Les rues étaient très animées. Le soir, comme je traversais la place des Ternes, je sentis qu'on me touchait la main. Un homme qui portait un violon sous le bras gauche me donna au passage une forte poignée de main, tout en me regardant sans rien dire, mais cordialement. Cette rencontre avait quelque chose de singulièrement réconfortant, et elle améliora aussitôt mon humeur jusqu'à la mélancolique. Amitié de la ville, ses rues, ses places, lieux de largesse où des cadeaux vous surprennent. J'éprouve de la joie, surtout à voir les amoureux marcher étroitement enlacés. De temps en temps, ils se penchent l'un vers l'autre pour un baiser. Amitié de la ville, ses rues, ses places, lieux de largesse, où des cadeaux vous surprennent. Paris, 20-21 mai 1941. À midi, je relevais avec ma compagnie la garde à l'hôtel Continental. Auparavant, rassemblement sur l'avenue de Wagram. J'ai fait exécuter les maniements d'armes auxquels nous nous étions exercés durant tout un mois. Puis j'ai fait défiler au pas de parade devant la tombe du soldat inconnu. Nous sommes passés aussi devant la statue de Clémenceau, qui avait pourtant bien prévu tout cela. Je lui ai fait un léger signe, comme entre augure. La nuit a été agitée, parfois même bruyante, car on m'a amené plus de 40 personnes appréhendées au cours des patrouilles dans les rues ou dans les cafés et hôtels. Il s'agissait surtout de soldats ivres ou d'autres sans permission régulière que l'on avait ramassés dans les petits hôtels de place. On amenait en même temps les filles avec lesquelles ils s'étaient distraits. Dans une fournée ramassée à Montmartre se trouvait aussi une petite prostituée de 18 ans, qui se mit au garde à vous comme les soldats pour saluer. Comme cette demoiselle était fort gaie et possédait un bon moral, je la fis asseoir et bavarder avec nous dans le poste. Je la gardais ainsi, comme un canari, dans cet endroit pitoyable. J'écris ces lignes un peu fatigué encore à la terrasse de la brasserie Lorraine. 1er mai 1941, place des Ternes. Muguet dont j'achetais un petit bouquet en l'honneur du 1er mai, lequel est bien pour quelque chose aussi dans ma rencontre avec Renée, une toute jeune vendeuse dans un grand magasin. Paris offre des rencontres comme celle-là, sans qu'on ait presque à les chercher.
Dîner, puis au cinéma. Là, j'ai effleuré sa poitrine. Tout le temps des actualités, la salle est restée éclairée, sans doute pour empêcher des manifestations. Puis on a montré les offensives en Afrique, en Serbie et en Grèce. Le seul spectacle des moyens de destruction provoquait des cris de frayeur. Les champs d'aviation sont continuellement construits sur la côte de la Manche afin de pouvoir intensifier encore plus les attaques aériennes sur l'Angleterre. Les bataillons de construction de l'aviation collaborent avec le service du travail allemand. Nombreuses et puissantes batteries de l'artillerie côtière allemande dominent toute la Manche. Prends le bas de combat. À étudier les voies par lesquelles la propagande rejoint la terreur. Nous nous sommes séparés devant l'opéra, sans doute pour ne plus jamais nous revoir. La bourse vient de rouvrir ses portes et après plusieurs mois de sommeil connaît une certaine animation. Le public n'est pas encore admis aux séances et seulement les professionnels munis de cartes spéciales ont pu pénétrer dans l'enceinte. Signalons que les agents de change sont seuls pour l'instant à pouvoir opérer. Ce sont en effet uniquement les valeurs d'État et les obligations industrielles qui sont actuellement cotées. Il est certain que l'ouverture de la bourse ne pourra qu'accentuer la reprise économique et industrielle de notre pays. L'essence est devenue précieuse. Économisons-la. Aux Halles, la charrette à bras est reine. Paris se trouve ainsi privé de ses transports habituels, mais, et ces images le prouvent, il n'y a pas plus ingénieux et débrouillard que le Parisien. Fort heureusement, le prix de la course est proportionnel au poids du client. À Paris, les élégantes d'aujourd'hui, à défaut de leurs 8 cylindres, ont adopté le vélo-taxi afin d'aller visiter la dernière collection que présente aujourd'hui leur couturier. Et voici Frima, un bien charmant pyjama de jersey d'un rouge assez vif et complété d'un manteau de même jersey doublé de mouton blanc. Un ensemble créé par les exigences de la vie actuelle, dernier métro. La robe assez courte et tout en paillettes de jet. Le manteau est orné d'un bien joli capuchon bordé de loutre. Noël. La jupe est en velours noir et le corsage en lamé blanc et argent. Pour terminer, Espoir. Une robe très jeune en satin blanc dont le corsage est rehaussé par des broderies de perles. Paris, 21 novembre 1941. Le soir, durant une demi-heure chez Weber, la doctoresse est venue à me parler d'un médecin qui prend des photographies de moribonds afin d'étudier et de fixer les agonies par les différentes maladies. Idée qui m'a paru à la fois rationnelle et repoussante. Pour ces esprits, il n'existe plus aucun tabou. Antonio, véritable artiste capillaire, s'inspire d'antiques coiffures grecques portées jadis par les élégantes athéniennes qu'il adaptera ensuite au charme de la parisienne d'aujourd'hui. Les tendances actuelles restent d'ailleurs dans une note d'élégante sobriété. Voici Sacha Guitry et Geneviève Guitry. Daniel Darieux et Gisèle Préville. Corinne Luchère. André Luguet. Victor Boucher. Fernand Gravet. Charpini. Spectateurs aujourd'hui, ces grands artistes viennent applaudir leurs jeunes camarades. Le soleil, je le garde, va resplendir à l'avenir. Vive la vie, vive l'amour, soyons gai, chantons toujours. Oui, chantons tous les jours, vive le plaisir de l'amour. Nous voyons ici l'arrivée en gare de trains entiers de pommes de terre provenant d'Allemagne et destinés au ravitaillement de la population parisienne. Souhaitons que cet apport permette d'augmenter prochainement la ration de chacun.
Paris, 29 mai 1941. Au flot de choses adverses qui m'accablent s'ajoute ceci. Qu'on me charge de surveiller l'exécution d'un soldat condamné à mort pour désertion. J'avais d'abord songé à me déclarer malade, mais c'était s'en tirer à trop bon compte, m'a-t-il semblé. Et je me suis dit aussi, peut-être vaut-il mieux que ce soit toi qui sois là, que n'importe quel autre. Et il est certain que j'ai pu, de maintes manières, rendre la chose plus humaine qu'il n'était prévu. Je dois bien m'avouer aussi que c'est un mouvement de curiosité supérieur qui l'a finalement emporté. J'ai déjà vu bien des êtres mourir, mais aucun à un moment connu d'avance. Comment se présente-t-elle, cette situation qui de nos jours menace chacun de nous et jette une ombre sur son existence? Et comment se comporte-t-on face à elle? Je me suis rendu ensuite avec le juge à l'endroit prévu, un petit bois près de Robinson. Dans une clairière, le frêne au tronc déchiqueté par les précédentes exécutions. On voit deux séries de traces, en haut celle des balles visant la tête, et plus bas celle des balles visant le cœur. Nous attendons un moment, puis, peu avant 5 heures, une automobile arrive, par les 3 chemins forestiers. Nous envoyons descendre le condamné avec 2 gardiens de prison et le pasteur. Par derrière vient un camion. Il transporta l'équipe des fossoyeurs et le cercueil, lequel a été conformément au règlement commandé de taille normale et au moindre frais. Le condamné se tient droit, c'est un homme bien bâti, son visage a ces traits agréables qui attirent les femmes. On donne lecture de la sentence. Le condamné écoute avec une extrême attention, et cependant j'ai l'impression que le texte lui échappe. Son regard vient à tomber sur moi et s'arrête une seconde sur mon visage, dans une interrogation intense et pénétrante. Je trouve que l'émotion lui donne quelque chose d'exubérant, de florissant, pour tout dire d'enfantin. Une minuscule mouche danse autour de sa joue gauche et se pose plusieurs fois tout près de son oreille. Il fait un mouvement de l'épaule et secoue sa tête. La lecture de la sentence dure une petite minute. Le temps, cependant, me paraît extraordinairement long, comme s'il oscillait au bout du pendule allongé. Puis les 2 gardiens le mènent vers le frêne, le pasteur accompagne. Je voudrais détourner les yeux, mais je m'oblige à regarder. Et je saisis l'instant où, avec la salve, 5 petits trous noirs apparaissent sur le carton, comme s'ils tombaient des gouttes d'eau rosée. Le fusillé est encore debout contre l'arme. Ses traits expriment une surprise inouïe. Je vois sa bouche s'ouvrir et se fermer, comme s'il voulait former des voyelles et parler encore à grand effort. Cette circonstance a quelque chose de confondant, et le temps, de nouveau, s'allonge. Il semble aussi que l'homme devienne maintenant très dangereux. Enfin, ses genoux cèdent, on dénoue les cordes, et c'est alors seulement que la pâleur de la mort se répand sur son visage, tout d'un coup, comme s'il s'y déversait un seau de lait de chaud. Le médecin s'approche hâtivement de lui et annonce « Cet homme est mort ». Retour, en proie à un nouvel accès de dépression encore plus violent. Le médecin-major m'explique que les gestes du mourant n'étaient que des réflexes vides de sens. Il n'a pas vu ce qui m'est apparu clairement, de si affreuse manière. Paris, 10 décembre 1941. Dans les lettres des otages fusillés que je traduis comme documents pour des temps à venir, je suis frappé de voir que les mots qui reviennent le plus souvent sont courage et amour. Plus souvent encore peut-être adieu et espoir. On dirait que l'homme en de telles circonstances sent dans son cœur une surabondance de force généreuse et perçoit clairement que son vrai rôle est celui de la victime, celui du dispensateur. Paris, 1941. Tandem, vélo-taxi. Plus que jamais, la bicyclette mérite son surnom de Petite Reine. Vincennes,
Ironie cruelle pour les pensionnaires du zoo, Madame André Leroy présente ici même ses dernières créations. Un manteau de panthère des Somalies. Devant la fosse aux ours, un 3/4 en ourson. Un manteau de kangourou. Et souhaitons à ce poney de ne pas se transformer un jour lui aussi en manteau. Élégance encore chez cette grande modiste qui a su créer des chapeaux charmants et originaux avec ce nouveau succédané du bois, la fibrane. Ces réalisations peuvent être placées sous le signe de la collaboration. Ingéniosité des chimistes de Leake et Farben, associée à l'habileté des ouvrières parisiennes. Les petites filles d'aujourd'hui, feuilletant l'herbier de leur grand-mère, ont découvert ces délicates fleurs aux tons effacés et ont songé à en garnir leur chapeau. Mais l'ingéniosité de nos modistes parisiens n'a pas de borne. Et voici quelques modèles de chapeaux économiques d'Albouy confectionnés tout simplement en papier journal. C'est peut-être simple, mais il fallait y penser. Et voici les toutes dernières créations que vous porterez cette saison. La nuque très dégagée est toujours à la mode. Voici un sac de pierre maçon en paille tressée, comportant exactement le piétage de cuir autorisé. Marché noir, un vaste sac en maroquin rouge pouvant remplacer à la rigueur le disgracieux filet à provision. L'emplacement de vos tickets, madame, est prévu dans ce modèle en daim intitulé 5 à 7. Sa forme rappelle celle d'une enveloppe. À Paris s'est tenue l'exposition de la chaussure 41, dont certains modèles s'inspirent des sabots de nos paysans. Les chaussures sont toutes ici sans ticket. L'ingéniosité est reine. Nous voyons même la semelle en magnésium. Les talons en verre, incassables, espérons-le. La semelle tout en bois souple. Mais la dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. C'est facile et pratique. Il suffisait d'y penser. Et déjà, vos élégantes ont remplacé la jarretière par le pinceau. Hélas, un geste très parisien que l'on ne verra plus. L'important c'était drôle. Maurice Chevalier, notre Maurice national, est rentré dans la capitale et a tenu à reprendre aussitôt contact avec les auditeurs de Radio Paris, pour lesquels il chante ses dernières créations. Un poète aurait trouvé les mots qu'il faut, qui auraient rimé ses vœux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre belle France. Tra la 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 la, tra la 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 la, tim pa poum pa la, avec un ou deux petits hop là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir, en chantant comme ça, tim pa poum pa la, c'est notre espoir. Ce 1er du mois de mai n'est pas seulement la journée du muguet, c'est surtout la fête de l'union et du travail. Dès le matin, 50 000 enfants des écoles ont vendu aux Parisiens plus de 3 millions d'insignes au profit du Secours national Entraide du Maréchal. C'est également aujourd'hui la fête des jeunes. À la représentation du Châtelet sont venus assister M. Lamiran, secrétaire général de la jeunesse, M. Cognac, président de l'Entraide, et M. Charles Magny, préfet de la Seine. Gaieté et rire au cirque d'hiver. Au Palais des Sports, Bordas ouvre le spectacle.
courses ont repris à Auteuil. Ce premier beau dimanche de l'année est un prétexte pour les élégantes d'arborer les nouvelles toilettes printanières. Le départ pour le prix Robert Hennessy. Dès le début, Isaac a pris la tête. Isaac, c'est le nom du cheval et non celui du jockey, s'est jusqu'à présent fait battre avec une constance inquiétante à la fin de chaque course. Mais cette fois, il mène de bout en bout. Et voici notre Isaac passant le premier le poteau d'arrivée. Les actualités mondiales ont pu filmer quelques vues du retentissant procès du juif Tanenzap, dit Bernard Nathan. C'est pas difficile. Et puis chez nous, l'avait après. C'est pas la comédie, c'est la tragédie, quoi. Notre présence indiscrète gêne l'inculpé qui préférerait, on le conçoit, plus de discrétion. Aujourd'hui, les préliminaires du procès sont terminés et le tribunal pénètre dans le dédale des innombrables escroqueries de Bernard Nathan pour pouvoir, dans 2 semaines environ, prononcer le jugement attendu avec impatience. Historique à Berlin. Les représentants de 13 puissances vont apporter l'adhésion de leur pays au renouvellement du pacte anticominterne. Eure Exzellenzen, meine Herren, im Namen des Führers und der Reichsregierung begrüße ich die heute hier... M. von Ribbentrop salue tout d'abord les représentants des premiers États co-signataires, l'Italie, le Japon, le Mandchoukouo, la Hongrie et l'Espagne, à qui viennent aujourd'hui se joindre la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la Croatie, la Roumanie, la Slovaquie et la Chine. Ainsi a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Reich dans un discours qui devait avoir la plus haute portée historique. Ainsi est constitué un front d'État aussi large que le monde. Nos gouvernements et nos peuples n'auront point de cesse que le communisme ne soit définitivement évincé du globe. Et M. von Ribbentrop ajoutait, même en France, la conscience européenne commence à se manifester. Pour la première fois dans son histoire, l'Europe est sur le chemin de l'union. La nouvelle Europe est en marche. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Nous avons le tort en France, un tort qui nous est très dommageable, et aujourd'hui plus que jamais, d'enfermer tout ce qui constitue à nos yeux le problème français dans l'unique question des difficultés franco-allemandes. Mais non, les intérêts français, comme d'ailleurs aujourd'hui tous les intérêts nationaux, dépendent de solutions beaucoup plus vastes. Nous sommes entrés dans un temps d'évolution où les peuples, de par l'interdépendance de leurs innombrables intérêts, se prennent les uns dans les autres, s'articulent les uns aux autres, conjoignent leurs substances, de sorte que de plus en plus, l'Europe s'unifie, ainsi que l'avait prévu Napoléon. Et non seulement l'Europe s'unifie, mais l'Asie s'unifie, et non pour se séparer de l'Europe, mais au contraire, pour opérer sa soudure avec elle. Rien d'étonnant donc à ce qu'il soit dit à la France aujourd'hui, si vous consentez à être pleinement et sans réserve sur l'Atlantique, ce bastion du nouvel ordre du monde, alors le grand rôle que représente ce poste sera confié à la force française et la France sera pleinement la France. Et j'ai fait cette politique parce que j'ai le sentiment qu'un continent est en train de s'organiser et que la France doit s'intégrer librement dans la nouvelle Europe. Tout mon effort est uniquement inspiré par le souci que j'ai de défendre mon pays. Mais dans ma tâche ingrate, difficile, redoutable, j'ai besoin de votre compréhension et de votre concours. L'Allemagne, elle, vient de faire un effort de compréhension.
Si les Français me comprenaient mieux et voulaient m'aider, je suis sûr que je pourrais leur apporter d'autres soulagements et de nouvelles raisons d'espérer. Je voudrais que tout ce que je viens de dire servit à éclairer à vos yeux le sens profond du mot collaboration. C'est pour nous le salut. C'est pour nous plus que le salut. Car ce salut ne se rapporterait qu'à notre ancienne vie, tandis que s'ouvrent devant nos yeux les immenses perspectives d'une vie nouvelle. Paris, 7 décembre 1941. L'après-midi à l'Institut allemand, rue Saint-Dominique. Là, entre autres personnes, Merlin, grand, osseux, robuste, un peu lourdeau, mais alerte dans la discussion, ou plutôt dans le monologue. Il dit combien il est surpris, stupéfait que nous, soldats, nous ne fusillions pas, ne pendions pas, n'exterminions pas les Juifs. Si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s'y prend. J'ai appris quelque chose à l'écouter parler ainsi 2 heures durant, car il exprimait de toute évidence la monstrueuse puissance du nihilisme. Il est curieux d'entendre de tels esprits parler de la science, par exemple de la biologie. C'est pour eux uniquement un moyen de tuer les autres. Paris, 8 octobre 1941. À midi avec Speidel chez l'ambassadeur de Brinon, au coin de la rue Rude et de l'avenue Foch. Le petit palais où il nous a reçus appartiendrait à sa femme, qui est juive, ce qui à table ne l'a pas empêché de se moquer des Youpins. J'ai fait la connaissance là de Sacha Guitry, que j'ai trouvé agréable, bien que chez lui l'acteur dépasse de beaucoup le poète. Il possède une exubérante personnalité telle que je me figure celle de Dumas père. Je me suis entretenu avec lui de Mirbeau, dont il m'a raconté qu'il était mort dans ses bras, lui chuchotant à l'oreille dans un dernier souffle « Ne collaborez jamais », ce que je note pour ma collection de dernières paroles. Paris, 24 juin 1941. Depuis 3 jours déjà, nous sommes en guerre avec la Russie. Étrange comme cette nouvelle m'a peu affecté. À vrai dire, dans une époque comme celle-ci, la faculté d'enregistrer les faits devient limitée. Nous risquerions sinon de ne leur offrir qu'un certain vide. Assis à table à côté de l'actrice Arletty, que l'on peut justement voir en ce moment dans le film Madame sans gêne. Pour le faire rire, il suffit du mot cocu. Aussi ne cesse-t-elle guère ici d'être gaie. Un doigt de Pouilly, Bourgogne, Champagne. À l'occasion de ce déjeuner, une vingtaine de policiers avaient été postés dans les alentours. Paris, 10 janvier 1942. Le soir, nous sommes allés retrouver Poupée et Cocteau dans un petit cabaret en sous-sol, rue de Montpensier. Cocteau, aimable, tourmenté, ironique, délicat, s'est plaint de ce que l'on sabota ses pièces, bombes lacrymogènes jetées sur la scène, rats qu'on lâche dans la salle. Madrid. Premier départ des ouvriers espagnols allant travailler en Allemagne. À la gare même se déroule, en présence de M. Biron, ministre du Travail, une chaude manifestation d'amitié germano-espagnole à laquelle prennent part des délégations de la jeunesse phalangiste. Celui qui cherche du travail peut en trouver en Allemagne. En Belgique, des milliers de travailleurs flamands, après avoir satisfait à un examen technique, s'apprêtent à quitter Anvers pour aller gagner leur vie et celle de leur famille en Allemagne. Beaucoup parmi eux étaient au chômage depuis de longues années. De même, des milliers d'ouvriers et d'ouvrières norvégiens ont quitté Oslo pour le Reich. Leur train spécial, placé sur un ferryboat, arrive à Sassnitz. Ceux qui cherchent du travail en trouveront en Allemagne, peut-on lire sur les murs des villes françaises. Des ouvriers spécialisés, actuellement en chômage, se font inscrire auprès des services officiels afin d'aller gagner leur vie et celle de leur famille outre-Rhin. Ceci permet non seulement d'alléger sensiblement les crédits de secours accordés par l'État français, mais aussi de donner aux ouvriers
l'occasion d'apprécier la valeur des institutions nationales-socialistes allemandes. Actuellement, environ 50 000 ouvriers français travaillent momentanément en Allemagne et touchent ainsi un salaire élevé pour leur catégorie. 100 000 ouvriers français travaillent maintenant en Allemagne. Chaque semaine, 4 trains quittent la capitale et se dirigent vers les grandes régions industrielles allemandes. Aujourd'hui, à la gare du Nord, le général conseiller de guerre Michel a tenu à venir serrer la main du 100 000e ouvrier français, M. Édouard Lefebvre. Cette vaste organisation a déjà apporté d'heureux résultats. Lutte contre le chômage, compréhension mutuelle des travailleurs des deux pays. Luttant contre ce chômage, la collaboration économique franco-allemande s'intensifie. Et à Dijon, voici le départ du 150 000e ouvrier pour l'Allemagne. À Lyon, nombreux sont les ouvriers qui ont répondu à l'appel du maréchal et du président Laval. À Marseille, M. Lacombe, préfet délégué, vient saluer le départ pour l'Allemagne du 2000e travailleur volontaire. À Paris, les jeunes du maréchal ont eux aussi répondu présent. Ils quittent aujourd'hui la France pour l'Allemagne afin d'aller faire un stage dans des écoles d'apprentissage. La grande relève est commencée. Grâce à ces départs, des milliers de prisonniers retrouveront leur foyer, leur ferme, leur champ. Voici un reportage sur la vie des jeunes travailleurs français en Allemagne. Le groupe est déjà installé dans le centre qui lui a été affecté. Ici, les futurs ouvriers spécialisés commencent à apprendre leur métier. Ils s'initient, se familiarisent avec les tâches qui leur incomberont. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés. Nos compatriotes ont su se plier à toutes les tâches. Ici, une équipe de boulangers fabrique chaque jour du pain pour plusieurs milliers d'ouvriers. Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le rapport quotidien de leur chef. Ils emploient leurs dimanches et leurs heures de loisirs à visiter l'Allemagne et nous voyons notre groupe dans les rues de la vieille cité d'Augsbourg. À Berlin, représentation de music-hall pour les ouvriers français. La trépidante Marguerite Gilbert. Je vous demandais à partir du deuxième de chanter tous les tontos avec moi. Ça vous va? Il y a qui des chanteurs? Faites-vous la voix. Ah, mais il y a bon coup là. Dans l'assistance, Daniel Darieux, Viviane Romance et Albert Préjean. Au stade olympique de Berlin, 9 septembre 1942. Benoît Méchain a parlé ensuite du recrutement de 650 000 travailleurs que l'Allemagne exige de la France, ainsi que des possibilités et des inconvénients que présente pareille chose. Il a cité parmi ces derniers le risque croissant de catastrophe qu'entraînerait pour l'Europe centrale une telle accumulation d'individus déracinés pour des motifs purement techniques et qui serait dangereuse pour la France, ne fût-ce qu'en raison du voisinage des deux pays. Paris, rue Jean Bouton, près de la gare de Lyon, chez un ouvrier français rentré récemment d'Allemagne. Le travail se terminait le samedi à 13h30. L'après-midi, je partais soit à la douche, soit au bain, soit même à la piscine. Après cela, je rentrais chez moi. J'habitais une chambre qui m'était louée par un vieux ménage, puisque le mari avait 76 ans et sa femme 74. Ces personnes étaient réellement très gentilles et me dorlotaient comme si j'avais été leur propre fils. Semaine d'entraide d'hiver à Paris. Des milliers de bonnes volontés ont répondu à l'émouvant appel adressé par le maréchal Pétain. Paris, 4 juillet 1942. Le soir à la Tour d'Argent.
où Henri IV déjà mangeait des pâtés de héros, et d'où l'on voit la Seine et ses îles comme du dining room d'un grand avion. On a l'impression que les personnes attablées là-haut, consommant les sols et les fameux canards, voient à leurs pieds avec une satisfaction diabolique, comme des gargouilles, l'océan gris des toits sous lesquels vivotent les affamés. En de telles époques, manger bien et beaucoup donne un sentiment de puissance. Solidarité, entraide, mot d'ordre de la France d'aujourd'hui. Avec Cocteau, Goepel, Carlo Schmitt et quelques autres chez Calvet, boulevard Saint-Germain. On dit que depuis qu'on stérilise et tue les aliénés, le nombre de nouveau-nés atteints de maladies mentales s'est multiplié. De même avec la répression de la mendicité, la pauvreté est devenue générale. Et la décimation des juifs entraîne la diffusion des caractères juifs dans le monde entier. Par l'extermination, on n'efface pas les prototypes, on les libère plutôt. Fête de l'émure avec massacre d'hommes, d'enfants, de femmes. On enfouit l'effroyable butin, viennent alors d'autres lémures afin de les déterrer. Ils filment, avec une affreuse satisfaction, ces tronçons déchiquetés et à demi décomposés, puis les uns montrent aux autres ces films. Quel étrange grouillement se développe dans la charogne. Paris, 7 juin 1942. À midi chez Maxime, où j'étais invité par Paul Morand. Nous avons parlé, entre autres choses, des romans américains et anglais, notamment de Moby Dick et de Un cyclone à la Jamaïque, puis de Barbe Bleue et de Landru, qui, dans une banlieue de Paris, a tué naguère 17 femmes. Dans la rue Royale, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie l'étoile jaune, portée par 3 jeunes filles qui sont passées près de moi, bras dessus, bras dessous. Ces insignes ont été distribués hier. Ceux qui les recevaient devaient donner en échange un point de leur carte textile. J'ai revu l'étoile dans l'après-midi, beaucoup plus fréquemment. Je considère cela comme une date qui marque profondément, même dans l'histoire personnelle. Un tel spectacle n'est pas non plus sans provoquer une réaction. C'est ainsi que je me suis senti immédiatement gêné de me trouver en uniforme. Paris, 18 août 1942. Acheter un agenda dans une papeterie de l'avenue de Wagram. J'étais en uniforme. Une jeune fille qui servait les clients m'a frappé par l'expression de son visage. Il était évident qu'elle me considérait avec une haine prodigieuse. Le sculpteur officiel du Reich, Arno Breker, met la dernière main dans son atelier aux œuvres qui doivent bientôt être envoyées à Paris, où, on le sait, il travailla durant plusieurs années. À Paris, quelques jours plus tard, au musée de l'Orangerie, inauguration de l'importante exposition, en présence de messieurs Abel Bonnard et de Brinon, monsieur Benoît Méchin, monsieur Scapini. Quelques œuvres d'où se dégage une forte et humaine puissance. Ainsi que l'a déclaré en substance monsieur Benoît Méchin, nous savons que le temps viendra où, au lieu des douloureux et angoissants problèmes qui forment aujourd'hui la trame des rapports franco-allemands, nous n'aurons bientôt plus que des rencontres pacifiques et fécondes comme celles qu'il nous est aujourd'hui donné de vivre. Paris, 22 juillet 1942. Chez Picasso cet après-midi. Sur une étroite porte, une feuille de papier était fixée où l'on voit écrit au crayon bleu le mot « Ici ». Quand j'eus sonné, la porte me fut ouverte par un petit homme en simple blouse de travail, Picasso lui-même. Je l'avais rencontré autrefois à quelques instants et j'ai eu de nouveau l'impression de voir un magicien. À propos de la guerre, il m'a dit « À nous deux, tels que nous voilà assis ici, nous négocierions la paix cet après-midi même. Ce soir, les hommes pourraient illuminer. » Paris, 3 mars 1942. Le soir, chez Ramponneau, après le dîner, un bruit sourd est venu de l'extérieur qui m'a fait penser à une explosion. C'est pourquoi j'ai noté la minute. Puis comme d'autres grondements se faisaient entendre, nous avons conclu qu'il s'agissait d'un de ces orages de printemps qui ne sont pas rares ici à cette époque. Mais Abt avait demandé au garçon s'il pleuvait déjà. Celui-ci répondit « Ces messieurs prennent cela pour un orage, je croirais plutôt que ce sont des bombes. » Après quoi nous nous décidâmes de nous en aller et une fois dehors, nous avons entendu en effet les tirs de la DCA. On voyait aussi les fusées éclairantes des Anglais, d'un jaune-orange, flottant dans le ciel au-dessus de l'océan des toits.
La canonnade continua longtemps encore après que je me fusse couché. J'ai lu durant ce temps un essai de Dubos sur les Goncourt et un chapitre du livre de Samuel. Le feu de l'artillerie formait à ma lecture un de ces décors de notre époque auxquels je suis de plus en plus capable de m'intéresser sans passion. Paris, 4 mars 1942. L'attaque de nuit qui visait particulièrement les usines Renault a fait jusqu'à présent 500 morts, en majeure partie des ouvriers. Bien que de grandes usines et 200 maisons d'habitation aient été détruites, l'événement vu de notre quartier avait plutôt l'air d'un jeu de lumière sur un théâtre d'ombre chinoise. Paris, 3 octobre 1942. En effet, qu'est-ce qui importe maintenant dans ce pays? Que ces vieux nids, les villes, ne soient point retournés par la charrue et que des succursales de Chicago ne soient pas montées sur leurs ruines, comme cela arrivera pour l'Allemagne. Fait unique dans l'histoire des peuples, des prisonniers permissionnaires arrivent dans leur patrie. Compiègne, dont le nom pourtant d'homme est devenu synonyme de libération. Monsieur l'ambassadeur de Brinon et monsieur André Masson accueillent les 1000 premiers libérés. Et c'est Compiègne, où déjà, sur l'autre quai, les attendent les ouvriers volontaires partant pour l'Allemagne, les artisans de la relève, émouvante minute de fraternité française. Mais voici le président Laval, accompagné de l'ambassadeur des prisonniers, M. Scapini, et des représentants des autorités occupantes. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. Nous vous attendions depuis 2 ans et vous êtes parmi nous. Toute la France, par ma voix, vous accueille avec une joie grave et vous adresse son salut affectueux. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. La France se retrouvera plus vite si ses fils comprennent la loi de solidarité de l'effort. La fraternité, qui ne fut souvent qu'un grand mot, se traduit ici par une émouvante réalité. Comme je voudrais pouvoir dire des paroles d'espérance à tous ceux qui restent dans les camps. Ils sont encore 1200 000 là-bas et la France les attend avec une naturelle et légitime impatience. Leur présence est indispensable chez nous car ils représentent les forces vives de notre pays. Vous ne serez pas sceptiques, vous, qui avez connu les souffrances morales de l'exil. Vous saisirez mieux que d'autres le sens d'une politique qui est exclusivement inspirée par le souci de l'intérêt français. Et ainsi, par votre adhésion, vous deviendrez les meilleurs artisans de la libération de vos camarades restés dans les camps. La route que nous aurons à suivre sera longue. Nous y rencontrerons des obstacles. Pour les franchir, il nous suffira de nous inspirer toujours de l'exemple que nous donne le grand soldat qui préside aux destinées de notre patrie. Vive le maréchal! Vive le maréchal Pétain! Vive la France! Vive le maréchal! Vive le Val! Vive l'Arlève! Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Mélanger.
grande relève est commencée. Un espoir se lève pour ceux des camps. Au Palais des Sports de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, prononce un discours capital dans lequel il démontre que si le peuple allemand donne son sang pour sauver l'Europe, il est normal que le reste de l'Europe mette son travail à la disposition du Reich. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Paris, 6 mars 1942. Le soir, au Raphaël, j'ai rencontré Brennstock et Gröninger, lequel était plein de capriciaux rapportés de l'Est. Peut-être surgira-t-il un jour pour ce désastre un nouveau Goya qui saura descendre jusqu'au noir absolu. Sur les routes où passent les convois, on voit des cadavres sur lesquels ont roulé des milliers de chars qui ont fini par les aplatir comme des feuilles de papier. On passe sur eux comme sur des épreuves photographiques ou comme sur des silhouettes que l'on verrait se refléter dans le gel épais et lisse de la route. Avant d'éteindre la lumière, lecture, comme chaque soir de la Bible, où je suis arrivé à la fin des livres de Moïse. J'ai trouvé là cette terrible malédiction qui m'a fait songer à la Russie. Les cieux au-dessus de ta tête seront d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. Paris, 23 février 1942. L'après-midi, au palais Talleyrand, pour prendre le thé chez le général commandant en chef, Otto von Stülpnagel, qui nous quitte. C'est dans ces généraux que se révèle l'impuissance de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Ils ont assez de jugement pour voir clair dans la marche des événements, mais il leur manque la force et les moyens nécessaires pour affronter les esprits qui ne connaissent d'autres principes que la violence. Les nouveaux maîtres se servent d'eux comme de gardes champêtres. Endormi. Une agitation légère mais étrange me réveille de bonne heure. On a l'impression que le corps veut dire quelque chose, veut nous parler. Très mal dormi, ce qui sans aucun doute doit être attribué à la maladie. Violente crise pendant la nuit. On ne peut pourtant pas se faire porter malade au moment de partir pour la Russie. La frousse.
côtés de l'Allemagne, toute l'Europe s'est unie et prend part à la croisade anti-bolchevique. Partout s'engagent des volontaires. L'Italie, fidèle alliée de l'Allemagne, envoie sur le front russe d'importantes divisions motorisées que le Duce passe en revue à Vérone. Au Danemark, des bureaux de recrutement fonctionnent dans toutes les villes. Le peuple roumain acclame les soldats qui vont mener la lutte contre leur ennemi héréditaire. En Espagne, des manifestations hostiles au bolchevisme se multiplient, tandis que les premiers volontaires espagnols partent à leur tour vers le front de l'Est. À Orléans, ils vont être accueillis par les personnalités allemandes. C'est à Versailles, à la caserne Borgnis-des-Bordes, que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. M. Pierre Laval et M. Marcel Déat, M. l'ambassadeur de Brinon, arrivent à Versailles afin d'assister à la cérémonie poignante au cœur de tous les Français, le salut aux couleurs. Les trois couleurs s'élèvent dans le ciel de l'île de France pour la première fois depuis 15 mois. C'est cette minute même qu'un misérable a choisi pour attenter au jour du président Laval et de M. Marcel Déat. Le gouvernement français a immédiatement fait justice de cet acte méprisable. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. L'exposé de Marcel Déat. Le salut de la France devait être confié à l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires. Je suis sûr que cela, vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout et que la France sera sauvée. Clémenty. Ce n'est pas la France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salauds, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Jacques Doriot. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Au Vélodrome d'hiver, les combattants de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, acclamés par 20 000 spectateurs, lancent un vibrant appel à la jeunesse de France. Le capitaine de Bassompierre. Vous imaginez mon émotion et ma joie d'avoir vu en Russie, sur un territoire grand comme un département français, au-dessus de nos 32 points d'appui que nous occupions alors, flotter notre drapeau que chaque matin nos légionnaires hissent avec amour. Monseigneur Mayol de Lupé. C'est un beau mystère, une chanson de geste qu'écrivent nos gars à la pointe de leur baïonnette, avec l'encre de leur sang, sur cette immense page blanche de la neigeuse steppe russe. Jeunesse de France, comprendrez-vous le spirituel de la Légion française? Le lieutenant Jacques Doriot monte à la tribune. Grâce à la Légion, la France a la possibilité de reconstituer la seule force militaire qui peut être acceptée en Europe, puisqu'elle concourt à la défense commune. Ne sait-elle pas, notre jeunesse, que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle? Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Paris, 8 février 1942. Il ne fait aucun doute qu'il existe des individus qu'on doit tenir pour responsables du sang de millions d'êtres. Et ces individus sont avides de sang répandu comme les tigres.
Indépendamment de leurs bas instincts, il y a chez eux une volonté satanique, une froide jouissance à voir périr des hommes et peut-être même l'humanité. Il faut aussi que l'on sache que nombre de Français approuvent de tels projets et sont avides de prendre du service comme bourreaux. C'est seulement ici, chez nous, qu'existent les forces capables d'empêcher, ou du moins de retarder, l'union de ses partenaires. Mais il faut agir en cachant complètement son jeu. Il importe avant tout d'éviter toute apparence d'humanité. Cela équivaudrait à montrer du rouge à la bête. Un nouveau contingent de légionnaires français arrive sur le front de l'Est. La présentation du drapeau aux recrues qui, selon les règles internationales, ont dû revêtir l'uniforme allemand afin de ne pas être considérés par l'ennemi comme francs-tireurs. Rostov, 22 novembre 1942. Promenade à travers la ville. Les images de désenchantement se multiplient. Les seules denrées en vente libre sont des graines noires de tournesol que des femmes exposent dans des corbeilles plates sur le seuil des maisons calcinées. Pour ce qui est du commerce, on ne voit à part les vendeuses de graines de tournesol que de petits cireurs de bottes munis de brosses ou des gamins qui ont fabriqué de petits chariots pour transporter le pactage des soldats. Ils préfèrent à l'argent du pain ou des cigarettes. Changer de l'argent. Les billets russes portent encore l'effigie de Lénine. Pour calculer le change, l'employé s'est servi d'une machine à calculer formée de grosses boules qu'elle fit agilement voltiger dans tous les sens. Entrez l'après-midi dans l'un des rares cafés où l'on a le droit d'obtenir des denrées en vente libre. Un petit morceau de gâteau, il coûte 2 marks. Un œuf, 3 marks. L'habillement frôle la mascarade. On dirait que les gens mettent sur leur dos tous les vêtements qu'ils possèdent et ne les retirent même pas pour dormir. Au milieu de la foule, de nombreux uniformes hongrois ou roumains le plus souvent, et parfois totalement inconnus, comme ceux des volontaires ukrainiens ou de la police locale. Après la tombée de la nuit, on entend claquer des coups de feu sur les terrains désolés où s'élevaient autrefois des usines au voisinage de la gare. Par malheur, l'équipement que j'ai emporté est insuffisant. Je ne me doutais pas que même de simples miroirs de poche, des couteaux, du fil à coudre, de la ficelle étaient introuvables ici. Heureusement, je tombe toujours sur des personnes qui me rendent service. Assez souvent, ce sont des lecteurs. Je compte leur aide parmi mes richesses. Kourinsky, 13 décembre 1942. De grand matin, départ pour Kourinsky. Peu après Maïkop, la route s'engagea dans des montagnes recouvertes d'épaisses forêts. Sur les bords de la forêt, des écriteaux « Attention, danger, partisans, tenir ses armes prêtes ». Voici la prison de la ville où les exécuteurs soviétiques commirent des crimes odieux. Au moment où les troupes allemandes entraient dans les faubourgs, les bolcheviks, désireux d'effacer les traces de leur forfait, tentèrent d'incendier le bâtiment. C'est en effet peu avant la prise de la cité par les forces du Reich que les agents juifs de la GPU avaient massacré ici avec une rare bestialité les nationalistes ukrainiens. Dans la cité dévastée par le général du GPU, la synagogue a été épargnée. En Ruthénie Blanche, les paysans se rassemblent afin d'écouter la lecture de nouvelles lois agraires promulguées par les autorités allemandes d'occupation. Cette réforme importante libère la classe rurale de son long servage en lui donnant la libre jouissance de ses terres et propriétés. Les kolkhozes ne sont plus. Devant l'église, entourant leur pop, les ruthéniens écoutent les vieux cantiques sacrés.
la Russie renaît à la vie. Koutaïs, 31 décembre 1942. Le soir, on fêta la Saint-Sylvestre au quartier général. Malheureusement, les conversations d'usage provoquèrent en moi un malaise. Le général Müller nous fit, par exemple, le récit des monstrueux forfaits auxquels se livrèrent les services de sécurité après la prise de Kiev. On évoqua aussi une fois de plus les tunnels à gaz où pénètrent des trains chargés de juifs. Ce sont là des rumeurs, mais des meurtres sur une grande échelle doivent sûrement se commettre. Je songeais alors au brave potard de la rue La Pérouse et à sa femme, pour qui il s'était tant inquiété jadis. Quand on a connu des cas individuels et qu'on soupçonne le nombre des crimes qui s'accomplissent dans ces charniers, on découvre un tel excès de souffrance que le découragement vous saisit. Je suis alors pris de dégoût à la vue des uniformes, des épaulettes, des décorations, du vin, des armes, choses dont j'ai tant aimé l'éclat. La vieille chevalerie est morte, qui au temps des guerres impériales, et même encore pendant la Grande Guerre, conférait à la puissance de la noblesse. Les guerres d'aujourd'hui sont menées par des techniciens. Vorochilovsk, 7 janvier 1943. C'est certainement dû au fait qu'ici, on a une vue d'ensemble de la situation. Les encerclements provoquent un état d'âme que l'on ignorait dans les précédentes guerres de notre histoire. Une sorte d'engourdissement par le froid qui correspond à l'approche du zéro absolu. Et ce n'est pas la perspective, si horrible qu'elle soit, de périr dans le gel et la neige au milieu d'un entassement de cadavres et de moribonds. Il s'agit bien plutôt de l'état d'âme des hommes qui croient que l'anéantissement est total. La population, elle aussi, est agitée. Les marchandises stockées apparaissent sur le marché. La valeur des billets de banque s'élève. Les billets russes sont recherchés par les paysans qui doivent rester ici. Les billets allemands le sont par les citadins dont une partie doit suivre la retraite. Le nombre total des prisonniers soviétiques atteint maintenant 2,5 millions. Parmi eux, que de passes de Mongols, de Tatars, de Kalmouks, ainsi que l'a déclaré le Führer dans son récent discours, nous ne savions pas combien était formidable le danger. Nous avons été près de l'anéantissement de l'Europe. Ça aurait été le déferlement d'un nouveau Gengis Khan. Note. Les prisonniers russes que sur l'ordre de Maïveng, on avait triés dans tous les camps pour aider aux travaux de reconstruction, spécialistes du forage, géologues, ouvriers des huileries du voisinage, furent réquisitionnés dans une gare par une troupe combattante pour servir de porteurs. Sur les 500 hommes de ce groupe, 350 périrent sur les bords des routes. Et sur le chemin du retour, 120 de ceux qui avaient été épargnés moururent d'épuisement. Si bien qu'il ne resta que 30 survivants. Les artistes et l'orchestre complet du Grand Opéra de Berlin arrivent à Paris où, on le sait, ils ont donné plusieurs représentations qui remportèrent un vif succès. Peu après, Madame Winifred Wagner arrivait à son tour dans la capitale où elle était reçue par le docteur Epting, directeur de l'Institut allemand. Madame Wagner devait également assister au cours de son séjour au grand concert symphonique donné au Palais de Chaillot sous la direction de M. Herbert von Karajan. Paris. La célèbre vedette de l'écran, Zara Leander, est venue visiter la capitale.
artistes parisiens, parmi lesquels on reconnaissait M. Jean Cocteau, Mme Cécile Sorel et M. Saint-Granier, ont accueilli la célèbre star au cours d'une cordiale réception organisée par Paris Midi au bar de Paris Soir. Aujourd'hui, les artistes parisiens accueillent Marie Carotte. Et nous voyons ici la charmante vedette bavardant avec André Claveau, aux côtés de Reine Paulet et Jean Cyrano. Franz Léard à Paris. Le grand compositeur est venu diriger lui-même à la Gaîté Lyrique la 1038e représentation dans la capitale de la célèbre opérette Le Pays Sourire. Au palais de Chaillot, le célèbre compositeur Franz Léard a donné un festival au cours duquel il a conduit un orchestre composé de 200 musiciens de l'armée, de l'aviation et de la marine allemande. Dans une grande usine près de Paris. Devant les ouvriers, l'orchestre philharmonique de Berlin est venu donner, sous la direction de Clemens Krauss, un grand concert symphonique. La Comédie Française accueille M. Henrik George, le célèbre acteur allemand que l'écran a popularisé, venu avec la troupe du Schiller Théâtre de Berlin jouer l'Alcade de Salamea. M. Henrik George a été reçu à l'Institut allemand où il a lu des poèmes de Goethe et Schiller. Le voici ensuite en conversation avec son Excellence M. Otto Abetz, avec M. Alphonse de Chateaubriand, avec Madame Abetz et Serge Liffard. À la Comédie Française, les artistes allemands sont venus applaudir leurs camarades français. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hiller, secrétaire général à l'administration. M. Heydrich a également pris contact avec M. Darquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. Paris, 12 septembre 1943. Ici également la haine augmente sans cesse, mais dissimulée, comme au fond d'eau stagnante.
Un grand nombre de gens reçoivent à présent de petits cercueils par la poste. Paris, 16 novembre 1943. Le soir à l'Institut allemand. S'y trouvait le sculpteur Brecker et sa femme, une grecque. Puis arrivèrent Madame Abetz et les sympathiques Abel Bonnard et Drieux-La Rochelle, avec qui j'ai échangé des coups de feu en 1915. Ensuite, des scribouillards à gages, des bons hommes qu'on ne voudrait pas toucher avec des pincettes. Tout ce monde mijote dans un mélange d'intérêt, de haine, de crainte, et certains portent déjà sur leur front le stigmate des morts horribles. Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. En ce soir historique, à travers Berlin, les colonnes des SS et des SA défilèrent devant le Führer. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but, enrayer le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de sans-travail. En 10 années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. 10 années d'efforts social. Avant tout, créer un peuple sain et fort. 28 000 garderies étaient créées. La tâche de la jeunesse hitlérienne, fondée en 1926, comprend l'éducation physique, spirituelle et morale. En 1939, 90% de la jeunesse allemande en faisait partie. Tous les peuples, aux époques héroïques de leur histoire, ont donné naissance à un art architectural nouveau. Inspirés par le Führer lui-même, des centaines de monuments aux lunes pures et nobles ont surgi sur tout le territoire du Reich. 16 octobre 1943. De 1934 à 1943, dans la soirée, visite de Bogo, qui arriva en compagnie de Husser. Tour d'horizon. Puis il a parlé de ses voyages. À ce propos, quelques secrets. J'ai été surtout bouleversé par les détails qu'il m'a donnés sur le ghetto de Loge, ou comme on dit maintenant, de Litzmannstadt. 120 000 juifs vivent dans ce ghetto, compressés au maximum, et ils travaillent pour l'armement. Ils ont mis sur pied l'une des plus grosses entreprises de l'Est. Ils sont indispensables, ce qui leur permet de gagner du temps. Cependant, les juifs déportés affluent sans relâche des pays occupés. Pour les liquider, on construit des fours crématoires à proximité des ghettos. On y transporte les victimes dans des voitures inventées, dit-on, par le nihiliste en chef Heydrich. Les gaz d'échappement y sont refoulés vers l'intérieur, transformés ainsi en cellules de mort. Il existe, paraît-il, une deuxième manière d'exécuter. Avant de les brûler, on fait venir les victimes, nues, sur une plaque de fer, à travers laquelle on fait passer un courant électrique. On en est arrivé à ces méthodes parce qu'il s'est trouvé que les SS chargés d'abattre les victimes à coups de feu dans la nuque ont souffert de troubles nerveux et s'y sont à la fin refusés. Ces fours crématoires n'exigent qu'un personnel restreint. Ceux qui sont destinés aux fours crématoires doivent être nommés par le chef du ghetto. Après de longs conciliabules avec le rabbin, il désigne les vieillards et les enfants malades. Parmi les invalides, beaucoup se présenteraient de leur propre gré, car de telles horreurs finissent toujours à la gloire des persécutés. Il paraît que dans ce ghetto, personne n'engendre d'enfants, sauf les membres de la secte la plus pieuse, celle des Chassidim. 4 juin 1943. La résistance des Juifs au ghetto de Varsovie semble avoir pris fin avec leur destruction. Le temps seul jettera de la lumière sur ces événements. C'est la première fois qu'ils se battent, comme jadis contre Titus ou pendant les persécutions des croisades. Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux 4 coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique. L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée, et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser. Madagascar, terre meurtrie, qui a lutté pied à pied avec ses seules forces contre un ennemi dont l'objectif n'était hélas que trop clair, a arraché à notre France cette belle colonie que Gallieni avait su lui donner. La métropole parle aux Malgaches. Elle leur rappelle les bienfaits qu'elle leur a prodigués
Elle leur dit que la France n'oublie pas leur loyauté et leur fidélité. Filet, la roi de la France, là. L'Afrique noire, terre trahie par ceux qui avaient charge de la garder. La France dit aux Sénégalais, aux Soudanais, à ceux de toute l'Afrique équatoriale et occidentale, à ceux de l'Afrique du Nord, de garder au fond de leur cœur leur amour et leur confiance, comme nous-mêmes nous gardons l'espoir et la volonté de les regrouper un jour, sous l'égide du maréchal, dans notre France une et indivisible. La voix de la France n'est pas morte. Mes chers amis, pour la 4e fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Les événements m'obligent à donner à mes vœux l'accent d'une suprême exhortation. Ce soir, je m'adresse à vos cœurs de Français. Entendez votre chef, qui ne veut être dans le grave et solennel silence de cette veillée qu'un Français qui souffre comme vous, avec vous. Malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France. Mais je vous supplie, Français, de renoncer aux stériles discussions des vaines rivalités, aux haines mortelles. Dans le malheur qui nous accable, tendons-nous des mains fraternelles. Écoutez un homme qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père. Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païenne. Héritier d'une vieille civilisation, fier de notre passé, dédaigneux des menaces qui voudraient nous rayer du nombre des grandes puissances, nous pouvons hautement proclamer notre volonté de vivre, notre foi dans l'avenir et notre espoir que la paix sera rendue un jour aux hommes de bonne volonté. Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français. En Haute-Savoie, près de la Roche-sur-Foron, d'après les renseignements recueillis, se trouveraient enterrés ici les corps de 7 inspecteurs et commissaires de police enlevés le 8 janvier dernier par un groupe de maquisards. C'est ce prisonnier qui a indiqué à la police l'emplacement de la fosse tragique de la Roche-sur-Foron. Les journalistes et les GMR montent vers la clairière où furent découverts les corps des inspecteurs mis à mort par les terroristes. Les corps apparaissent. Tous sont atteints de balles tirées dans la nuque, selon la méthode mousquetaire. En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Les patrouilles parcourent les rues. Les GMR ont établi de nombreux contrôles, là même où il y a peu de temps le banditisme régnait en maître. 60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. Les opérations se déroulent sans occasionner les effusions de sang souhaitées par les agents étrangers. Comment de tels crimes peuvent-ils se perpétrer sous le couvert du patriotisme? Ce n'est pas en prévision des grosses chaleurs que Madame fait tondre son fidèle compagnon. C'est pour se faire une robe. Mais oui, nous aurons tout vu. On fait maintenant du tissu en poil de chien. Après lavage, les poils sont soigneusement cardés, puis filés comme de la laine. Malgré les circonstances, modélistes, petites mains poursuivent leur travail afin que Paris soit toujours la capitale. Achtung, Achtung! Luftklare Meldung vom Divisionsgefechtsstand. Die Spitzen der gemeldeten feindlichen Verbände haben sich der Reichshauptstadt so weit genähert. L'alerte est donnée. La circulation est aussitôt interrompue. Paris, 24 octobre 1943. Une lettre de Perpétua m'a enfin tranquillisé, et notamment sur la nuit d'horreur du 19.
Kirchhorst a été atteint. Le feu a détruit des fermes et des granges. Perpetua s'est enfuie au jardin avec l'enfant. Tous deux se sont serrés contre le thuya, l'arbre de vie. Cette année-ci, j'ai perdu et mon père et ma ville natale. Pendant la Première Guerre mondiale, j'étais seul et libre. Je traverse cette deuxième guerre avec tous ceux que j'aime et avec tous mes biens. Dans le train, 17 juin 1943. Traverser les villes incendiées de l'Allemagne occidentale qui se succèdent comme les maillons d'une sombre chaîne. Et je pensais une fois de plus en les regardant, voici l'image de vos cervelles. Cette impression fut encore renforcée par les propos naïvement grossiers de mes compagnons de voyage, en qui le spectacle de ce monde de décombres ne faisait monter qu'un désir, le voir accroître. Ils espéraient voir bientôt Londres dans le même état. Impression d'être enfermé dans un wagon à bestiaux. Hitler a fait monter à la surface la bêtise brutale, la couche la plus basse de la volonté. Chacun reconnaît en lui sa propre image. Passé l'après-midi à Hanovre, que j'ai trouvé en ruine. Les endroits où j'avais vécu enfant, écolier, jeune officier, sont complètement rasés. Je suis resté longtemps devant la maison de la Krossenstrasse, que ma grand-mère avait habitée plus de 20 ans, et où je lui avais tant de fois tenu compagnie. Il y avait de l'activité au milieu des ruines. Le va-et-vient de la foule grise me rappela les images que j'avais vues à Rostov et dans d'autres villes russes. L'Est se rapproche. On a aussi l'impression que les visages changent. Et non seulement qu'ils se fatiguent, se creusent et s'appauvrissent, ils s'imprègnent aussi de laideur morale. Je m'en aperçois surtout dans les salles d'attente où l'on croirait être assis dans une cage au milieu de bêtes sauvages. Paris, 1er septembre 1943. Dans mon carnet d'adresse, je me vois contraint de faire de plus en plus fréquemment les signes suivants. Un tel mort, un tel sinistré. Rêver que j'avais perdu les insignes de mon uniforme. L'aigle du Reich, aussi bien sur la casquette qu'à la tunique. Ensuite, que je me tiens à la tête d'un pont jeté par-dessus le fleuve obscur. Sur cette arche avancée, l'existence devient chaque jour plus intenable, plus menacée de chute. À moins que n'y parvienne de l'autre bord comme un reflet, son complément, son achèvement. Mais un brouillard épais recouvre la rive opposée. Et il est bien rare que sortent de ces ténèbres des lumières, des sons indistincts. Paris, 21 juillet 1944. L'attentat a été connu hier soir. La situation, déjà extrêmement dangereuse, entre dans une phase encore plus aiguë. L'auteur de l'attentat serait l'un des comtes Stauffenberg. Ceci confirmerait mon idée qu'à de tels tournants, l'aristocratie la plus ancienne entre dans le combat. En outre, il est de plus en plus difficile de garder le masque. Je me suis laissé entraîner ce matin dans une discussion avec W, qui a qualifié cet événement d'incroyable saloperie. Et pourtant, j'ai depuis longtemps la conviction que ces attentats changent peu de choses et surtout n'arrangent rien. Paris, 22 juillet 1944. Neuhaus m'a appris la terrible nouvelle. Hier, en route pour Berlin, Heinrich von Stuttnagas s'est tiré une balle de revolver. Il s'est manqué et a perdu la vie. La chose a dû se passer alors même où il m'avait invité à dîner chez lui pour philosopher un peu. Un petit trait qu'il peint tout entier et qu'il ait songé dans ce désordre à décommander l'Europe. Quelle victime! Et justement dans ces petits cercles des derniers chevaliers, des libres esprits, de ceux qui pensent et sentent au-delà des mornes passions des masses. Mais les aveugles haïssent ceux qui œuvrent pour eux à la lumière. Les Américains sont dans les environs de Rennes, de Mayenne, de Laval et coupent la Bretagne. Paris, 17 mai 1944. La ville manque de plus en plus de courant et de gaz. Nous vivons un état de siège d'un nouveau genre. Les attaques ne sont point tant dirigées contre les usines et les entrepôts que contre les voies de communication et la distribution d'énergie. Très normal d'une guerre entre travailleurs. Les attentats épaulent l'action des bombardiers lourds. Avec tout cela, les rues sont toujours pleines de jolies femmes. Elles portent des chapeaux neufs, très hauts, en forme de turban. C'est la mode de la tour de Babel. Paris, 27 mai 1944. Alerte, passage d'avion. Du toit du Raphaël, j'ai vu par 2 fois en direction de Saint-Germain s'élever d'énormes nuages à la suite d'explosions, tandis que des flottes aériennes s'éloignaient à grande hauteur.
La seconde fois, tandis que le soleil se couchait, je tenais à la main un verre de Bourgogne où flottaient des fraises. La ville, avec ses tours et ses coupoles rougies par le couchant, s'étendait dans sa beauté puissante, tel un calice de fleurs, survolé en vue d'une fécondation mortelle. Tout était spectacle, pur déploiement de pouvoir, confirmé et sublimé par la souffrance. Paris, 12 mai 1944. Dans le métro, les Parisiens sont maintenant stupéfaits de rencontrer des Mongols en uniforme allemand. Des tribus entières de fourmis jaunes sont ainsi absorbées. De telles formations échappent totalement aux normes habituelles. Elles seraient inconcevables sous un pouvoir autre que despotique. Paris, 8 juin 1944. À midi, chez Florent J. Gould. Elle s'est levée de table pour répondre au téléphone et nous dit en revenant « La bourse reprend, on ne joue pas la paix ». Il semble du reste que c'est l'argent qui possède les antennes les plus sensibles et que les banquiers jugent la situation avec plus de soin, plus d'exactitude et de prudence que les généraux. Du Cap Griné, John Emery, fils de l'actuel secrétaire d'État britannique pour les Indes, a pu contempler son pays natal qu'il entend sauver du bolchevisme destructeur. Dans une casemate du mur de l'Atlantique, M. Emery parle aux ouvriers français qui travaillent aux gigantesques fortifications et démontre que le monde de demain sera ou bolchevique ou national-socialiste. Il ne saurait plus être capitaliste. Dans la banlieue de la capitale, dans les quartiers meurtris, les habitants ont déserté leurs demeures en ruine. Mais les concierges qui ont eu une conduite héroïque au cours des récents bombardements sont restés fidèles à leur loge. À l'hôtel de ville, M. Pierre Tétinger remet des diplômes aux concierges parisiens qui, au mépris des dangers, ont accompli leurs devoirs et les tâches qui leur avaient été assignées. À l'occasion de la fête du travail, 4000 bouteilles de vin de Grand Cru saisies au marché noir sont distribuées par la milice aux ouvriers sinistrés de Paris. En ce jour qui est le leur, un peu de réconfort est ainsi apporté à ces travailleurs qui ont tout perdu au cours de la nuit tragique du 21 au 22 avril. Vous êtes paisiblement chez vous. Au premier signal, apprêtez-vous. Fermez les compteurs, ouvrez les fenêtres. Mettez dans une valise vos papiers de famille et quelques provisions. Et descendez sans vous affoler dans les abris. Dans votre cave, ayez préparé eau potable, médicaments, lampes, sifflets, couvertures. N'oubliez pas les pelles et les pioches. Il est absurde de jouer au fanfaron. Descendez dans les abris. À 2 pas du bassin des Tuileries, Mignon est représenté en plein air. Et le dimanche, la foule se presse sous les ombrages. C'est une tradition dans la capitale. Les Parisiens savent s'adapter aux circonstances. Il n'y a plus d'électricité et nombreuses sont les salles qui ont percé leur toit et organisent des spectacles à ciel ouvert. Théâtre et music-hall ne veulent pas abdiquer. Et quand il pleut, on ouvre son parapluie. Mais la capitale pense aussi à protéger ses œuvres d'art contre les dangers de bombardement. Les célèbres chevaux de Marly sont descendus de leur socle. De même, le Mercure de Coisvox et les statues des Tuileries sont placés dans les tranchées pour y attendre des jours meilleurs. Le transport du bétail par camion et par wagon est pratiquement devenu impossible. Comment, dès lors, ravitailler la capitale en viande? Paris, 30 juillet 1944. Par un remarquable mécanisme de l'histoire, les souillures des Allemands ressortent dans la mesure même où leur fortune diminue. Ils apprennent maintenant, comme l'ont fait les Juifs, ce que veut dire être objet de scandale. Valeriu Marcu avait coutume de dire que le vaincu a la peste au corps. Une sorte de panique se propage au Raphaël. Arrivent des bons hommes qui ne sont plus des supérieurs au sens ancien du terme, mais des commissaires
et extirpe radicalement les dernières traditions demeurées vivantes à l'armée depuis le temps de Frédéric Guillaume Ier. Visite d'adieu ce soir chez Salmanov. Le coiffeur qui me coupe les cheveux depuis des années paraissait avoir lui aussi le sentiment qu'il le faisait aujourd'hui pour la dernière fois. Ces mots d'adieu répondaient à l'esprit de son état et à sa sympathie pour ma personne. J'espère que les choses s'arrangeront. Paris, 8 août 1944. Une fois encore sur la terrasse du Sacré-Cœur. Regard d'adieu à la grande ville. Je voyais les pierres vibrer au soleil brûlant, comme dans l'attente de nouvelles étreintes de l'histoire. Les villes sont femmes et ne sont tendres qu'aux vainqueurs. En route, 14 août 1944. Départ subi à la tombée de la nuit. L'après-midi, dernières entrevues. J'avais mis la chambre en ordre et posé un bouquet sur la table. J'ai distribué des pourboires. Malheureusement, j'ai oublié dans le tiroir d'une armoire des lettres irremplaçables. Si tout s'est passé autrement, la faute en est aux forces conservatrices qui voyaient certainement où l'on allait. De plus, la jeunesse allemande avait manqué d'instinct. C'était à ces garçons, durs comme le fer, coriaces comme le cuir et rapides comme des lévriers, que Hitler adressait avec raison ses harangues, comme aux partisans qu'il souhaitait. C'est-à-dire à une catégorie d'hommes qui, le cas échéant, auraient été produites dans des usines métallurgiques et des fabriques de cuir à l'aide de sperme animal. Kirchhorst, 11 avril 1945. On peut voir le nécessaire, le comprendre, le vouloir,
de l'aimer même, tout en se sentant pénétré d'une douleur infinie. Il faut le savoir lorsqu'on veut saisir le sens de notre époque et de son humanité. Quelles sont dans ce jeu les douleurs de l'enfantement? Quelles sont celles de l'agonie? Peut-être sont-elles identiques. Ainsi, quand le soleil se couche, il se lève, en même temps, sur d'autres mondes.